tous. OK. J'espère que vous avez réussi à faire de quoi de minimalement intéressant pour l'Halloween. Bien sûr, ça n'a pas été mon cas, comme pour la majorité des gens. Cette semaine, le chapitre 9 va être un peu différent. Donc, ça va être un peu plus magistral. Aujourd'hui, c'est vraiment un cours magistral classique. Je passe à travers les slides, je donne des explications, je fais des exemples. Donc, comme j'ai dit sur mon post tantôt, le code que j'ai mis, c'est pas un exercice. Donc, c'est pas un truc que vous devez compléter puis que vous pouvez avoir votre propre repo, tout ça. C'est vraiment juste mon repo sur l'organisation du cours. Vous faites un clone, vous faites des pulls quand je me dis qu'il y a des updates, puis c'est pas mal ça. Là. Vous pouvez pas push dessus, puis vous pouvez jouer avec comme vous voulez sur votre machine, mais quand vous allez faire des pulls, ça pourrait faire des conflits. Fait que c'est juste, je les ai mis sur GitHub juste pour pas poster tout le code sur Microsoft Teams, là, pour que ce soit un peu plus convivial. Fait que ça va être pas mal ça. Je vais passer à travers les notes que vous avez jusqu'à présent. Donc, on n'a pas. Le chapitre 9 est un peu étrange, là, il était un peu dur à écrire. Fait que c'est pour ça qu'on a été un peu à la dernière minute. Mais euh, les notes que vous avez jusqu'à présent, c'est là-dessus que je vais passer aujourd'hui. Au cours prochain, je vais passer sur les nouvelles notes, donc sur le reste du chapitre 9, et je vais faire un peu plus d'exemples, mais encore là, ça va être quand même assez magistral. C'est entre autres pour ça que vous n'avez pas de quiz, comme vous l'avez remarqué. Donc, si je regarde, c'est quoi la table des matières aujourd'hui? Donc, type d'erreur, c'est juste expliquer en gros. Vous le savez déjà, là, je veux dire, ça fait 2 mois que vous programmez en Python. Fait que il n'y a pas grand-chose là-dessus qui devrait vous choquer là, ou qui devrait vous surprendre, là. Mais quand même, on va juste passer à travers un peu plus en détail qu'est-ce que représentent les différents types d'erreurs, puis comment on peut les gérer, puis comment on les détecte, même si vous avez déjà fait vos TP, puis vous êtes déjà rendu des experts. Identification et gestion d'erreurs, c'est là-dessus qu'on va passer la majorité du temps aujourd'hui. Gestion de la performance et de la mémoire, je vais en parler. Puis documentation, ça va être prochain cours. Donc, identification et gestion des erreurs, ça inclut tout ce qui est logging, donc les journaux de messages, les exceptions. Donc, aujourd'hui, je vais passer beaucoup de temps sur les exceptions et aussi sur les tests unitaires. Donc, ça va être, mettons, gestion d'erreurs, là, logging, unit test et exception. Ça va être pas mal le cours d'aujourd'hui. Puis en même temps, ben, en lisant des slides, de temps en temps, je vais aller écrire 2-3 lignes juste pour tester un truc. Ça va pas être nécessairement du gros code compliqué, mais c'est juste pour être capable de suivre. Alright. Donc, bon, ça, vous êtes capable de le lire par vous-même, là. En gros, puis vous l'avez remarqué, parce que comme j'ai dit, ça fait 2 mois que vous programmez. Des fois, quand vous faites des erreurs, la plupart du temps, c'est des erreurs stupides. Donc, comme vous le remarquez, quand je fais des exemples avec vous, moi-même, hein, c'est pour ça qu'on a un compteur d'erreurs, je fais tout le temps plein de niaiseries dans le code que j'ai écrit devant vous, même si c'est du code que j'ai écrit genre 1 heure avant que le cours commence, je réussis quand même à faire plein d'erreurs quand je l'écris. C'est normal. C'est très très rare dans ma vie que j'écris un truc qui fonctionne du premier coup. Puis quand ça m'arrive, genre, je prends en note cet événement, parce que pour moi, c'est un événement. Fait que la majorité des erreurs que vous allez avoir vont être principalement des erreurs stupides. Des fois, vous allez avoir des erreurs qui sont des erreurs complexes ou qui sont des erreurs vraiment informatiques, genre il y a une structure de données que vous n'avez pas compris comment vous en servir, ou il y a des maths que vous n'êtes pas capable de faire, puis il faut que vous fouillez vraiment longtemps avant d'être capable de faire les maths. Ça arrive, là, à un moment donné, on est ingénieur pour résoudre des problèmes. Mais c'est pas ça qui va vous bloquer le plus longtemps. Souvent, les erreurs que vous allez faire, c'est genre ah ouais, j'ai oublié d'initialiser telle affaire ou ah oui, quand j'utilise la librairie, il faut que je lui passe tel paramètre parce que sinon elle va pas avoir le comportement que je veux. Tu sais, c'est des petites erreurs comme ça. Ou le plus typique quand j'écris devant vous, c'est genre des typos, des erreurs d'indentation. Là, en Python, c'est important l'indentation. Encore là, des trucs d'initialisation de variables, mauvais formatage, vous comprenez le principe. Fait que, comme
rappelez-vous que rouler du code, ça coûte rien. Ou en tout cas, à votre niveau, sur votre machine chez vous ou sur les machines à l'école, ça coûte rien de rouler du code. Fait que si vous êtes en train de faire quelque chose, puis vous savez pas, genre, est-ce que c'est la solution A ou la solution B, vous pouvez juste l'essayer. Comme si vous vous demandez, ah ouais, mais quand je fais mon print, tu sais, mettons que vous êtes au début de la session, puis vous vous rappelez pas print, est-ce qu'il rajoute une fin de ligne ou pas? Vous pouvez aller regarder dans la documentation, vous pouvez juste faire print, puis regarder est-ce que ça fait le truc A ou est-ce que ça fait le truc B. Fait que c'est pas mal ça. Fait que quand il dit il n'y a pas de question stupide, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas d'erreur intelligente. Ou en tout cas, il y a rarement des erreurs intelligentes. Comme je vous dis, c'est rare que vous allez être vraiment buggé souvent à cause que genre vos maths sont pas corrects ou votre structure de données n'est pas correcte. Ça va vous bloquer un petit peu au début dans votre conception, mais pas tant que ça dans votre implémentation. Fait que c'est pour ça que durant toute la session, je vous dis toujours nommer vos variables avec des noms qui veulent dire quelque chose. Il n'y a pas des variables A puis des variables B, à moins que A et B aient vraiment un sens très précis dans le contexte, là, typiquement dans un contexte mathématique, mais nommer vos fonctions de façon pertinente, etc. Essayez de ne pas mettre tout plein de commentaires. Moi, je mets plein de commentaires dans votre code quand je vous le donne parce que c'est didactique, mais dans du vrai code, si vous avez besoin de mettre un commentaire au-dessus d'un bloc de code, c'est probablement un signe que le bloc de code en question devrait être dans une fonction, devrait être dans une classe. Autrement dit, quelque chose dans le code qui fait en sorte que vous êtes capable d'identifier qu'est-ce qu'il fait. Fait que ça, c'est comme les règles de base. Puis ensuite, suivre un guide de codage si vous en avez un à suivre. Dans le cas du cours, on suit avec une rigueur variable le style recommandé par la convention Python, là, par le PEP. OK, donc les types d'erreurs. Vous avez déjà remarqué, erreurs de syntaxe, c'est probablement les plus communes. Puis des fois, dépendamment de l'erreur en question, ça peut être difficile à identifier. Fait, je pense qu'on avait eu un problème la dernière fois où j'avais un caractère bâtard qui s'était introduit au début d'une ligne, puis bien sûr, ça faisait que ça compilait pas, mais c'était pas trop clair selon l'erreur pourquoi ça compilait pas. C'est des choses qui arrivent. Généralement, il faut juste comme apprendre à bien se servir de son IDE pour être capable de les identifier. Cette fois-ci, ça a l'air que j'avais eu un petit gel de cerveau. Erreur de sémantique, ça c'est... Comment dire? C'est pas des erreurs de logique, c'est pas des erreurs de syntaxe, c'est des erreurs d'utilisation des choses. Par exemple, vous rentrez des mauvaises valeurs, ou vous rentrez des valeurs qui sont pas dans le bon format, ou vous vous servez de quelque chose de la mauvaise façon, mais qui n'a pas rapport à la logique du code en gros. Fait que typiquement, ça va être, on s'attend à un entier, tu rentres une string. Ou, peut-être un peu plus précis, on s'attend à un entier, tu rentres un nombre à point flottant. Est-ce qu'il y a un comportement prédéfini dans mon affaire qui dit que si j'ai un nombre à point flottant, si j'ai un nombre réel, je dois l'arrondir ou je dois le tronquer? C'est sémantique dans ce cas-ci. Ou parce que j'ai une string qui n'est pas dans le bon format. Puis en fait, une erreur de logique, c'est tout simplement que votre algorithme n'est pas bon ou qui est mal implémenté. Autrement dit, la logique de votre code ne suit pas la logique qu'il y a dans votre tête. Fait que ça, c'est comme la source principale d'erreur, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma tête de programmeur puis qu'est-ce qu'il y a dans mon code. Parce que c'est comme ça qu'on fait nos erreurs. On le sait qu'est-ce qu'on veut faire. D'habitude, on le sait quand même assez bien qu'est-ce qu'on veut faire, c'est juste qu'on fait des erreurs en l'implémentant. Débugger, j'ai pas grand-chose à dire sur le débogage parce que vous devriez en avoir fait beaucoup depuis le début de la session. Moi, je sais que j'en fais beaucoup devant vous. Beaucoup, on s'entend. À chaque cours, je fais du débogage devant vous pour une raison ou pour une autre. Soit parce que j'ai une erreur dans mon code puis j'essaie de le régler, ou parce que j'essaie de vous montrer qu'est-ce qui se passe. Fait que comme je mets un breakpoint puis je vous montre, OK, voyez-vous, à cette étape-là, telle variable a telle valeur, on est à telle itération. Vous comprenez le principe. Les concepts de débogage sont à peu près toujours les mêmes, indépendamment de quel langage puis quel environnement. C'est toujours le même concept, c'est-à-dire on met des breakpoints. C'est ça, ce concept-là du breakpoint est présent partout. C'est-à-dire on met un point d'arrêt
qui arrête le code à un instant et qui nous permet d'avoir tout l'état du code autour. Donc, le plus intéressant, c'est l'état des variables, mais aussi le call stack. Donc, mettons que je prends... C'est ça, je peux peut-être donner un exemple du call stack. OK. On va prendre, mettons, ce code... Tiens, ce code-là. Voyez-vous, fait que là, j'ai une fonction isPrime, j'ai une fonction primeFactors et j'ai ma fonction main. Je vais ignorer tout le reste qu'il y a ici, parce que ça, c'est l'exemple qui s'en vient. Puis, je vais, mettons, appeler primeFactors de... Non, 42. primeFactors de 42 qui est un générateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre ici dans une liste. Je vais l'appeler, mettons, fac. F4 F in primeFactors. Ça va me donner ma liste. Puis là, je pourrais l'afficher. Faire quelque chose de bien simple. OK. Si je mets un breakpoint à l'intérieur de primeFactors ici, il va s'arrêter à chaque fois que je rentre dans la fonction. Mais plus précisément, il va s'arrêter à chaque fois que j'arrête sur cette ligne-là. Or, c'est quoi cette ligne-là? C'est une boucle for. Si je mets un point d'arrêt, puis c'est le cas dans la majorité des éditeurs, des environnements, si je mets un point d'arrêt sur la boucle for, ça va s'arrêter à chaque itération parce que cette ligne-là de la boucle for, c'est celle-là qui fait la vérification de est-ce que je dois continuer. Bon, c'est sûr que dans ce cas-ci, c'est un générateur, donc ça va fonctionner un peu différemment, mais le point étant que ça va s'arrêter à chaque itération de la boucle. J'ai une question. C'est quoi qui est spécial dans l'utilisation du main? Oui, en effet, je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler. Donc, je vais rouler ce code-là. Je vais le débugger. Il faudrait que je mette le bon code à exécuter, en effet. Mis dans exception. Donc, je débug. Il s'est arrêté ici. Puis là, dépendamment de votre éditeur, vous avez des hotkeys différents. Fait que j'imagine que la majorité d'entre vous êtes sur PyCharm. Dans mon cas, je suis sur Visual Studio juste par habitude. Fait que typiquement, les opérations les plus courantes que vous pouvez faire dans un débogueur graphique, ça, on appelle ça un débogueur graphique, là, en passant, quand on a des breakpoints visuels dans notre code, tout ça, puis on manipule ça avec des boutons, puis notre souris, on appelle ça un débogueur graphique. À l'opposé d'un débogueur par console ou un débogueur par commande, qu'on voit plus tard dans les notes de cours, puis que je ne vais pas vraiment traiter aujourd'hui parce que ce n'est pas super utile pour votre niveau. Mais bref. Le concept que vous avez, c'est avancer d'une ligne. Donc, typiquement, ici, votre code il va être séparé par ligne graphique, puis chaque ligne graphique va correspondre à une série d'instructions. On ne va pas rentrer sur exactement qu'est-ce qui se passe, mais mettons, cette ligne-là, fac égale une liste bâtie à partir d'un générateur. On s'entend que même si ça, c'est une ligne, il y a tout plein d'affaires qui se passent dans cette ligne-là. Mais si je lui dis « avance d'une ligne », donc autrement dit « step over », il va aller à la ligne d'après. Donc, si je vais à la ligne d'après, ici, non, c'est vrai, step over en Python dans une liste, il va repasser par-dessus. On va enlever la ligne qui est ici. Puis là, il continue. OK. Maintenant, mettons que je mets mon breakpoint à yield ici. Ça va s'arrêter à chaque fois que je vais sur yield. Donc ça, on comprend le principe. Mon i est égal à quoi? Il est égal à 2. 2 est un premier, donc il va yield 2. Puis là, ce que je peux faire, c'est que si je fais continue, puis encore là, dans la majorité des IDE, vous avez un continue. Continue, ça veut dire continue d'exécuter le code jusqu'à temps qu'on arrive à un prochain breakpoint. Mon prochain breakpoint, il est quoi? Il est sur cette ligne-là.
Donc, mettons, bon, là, j'étais à I2. Si je fais continue, il va encore s'arrêter à cette ligne-là, où là, I va être 3, parce que 3 est un facteur premier. Mais il va passer par-dessus 4. Parce que si je suis à 4, 4, ce n'est pas un premier et ce n'est pas nécessairement un... Non, ce n'est pas un facteur de 42, me semble. Peu importe. Le point étant qu'il n'est pas premier. Donc, ça ne va pas rentrer dans cette ligne-là parce qu'il est à l'intérieur du if. Fait que si je veux m'arrêter à chaque vérification, il faudrait que je mette mon breakpoint à cet endroit-là. OK. Là, je suis ici dans yield i. Je vais me mettre une condition ici, un breakpoint, pour la prochaine vérification. Donc, je fais continue, il va s'arrêter ici. Là, je suis à i égale 4. Dans cette ligne-là, donc quand j'ai mon breakpoint, là, ça, je pense que c'est peut-être pas clair des fois, mais sûrement qu'en expérimentant, vous l'avez remarqué, généralement, dans un IDE, quand votre breakpoint s'arrête sur une ligne, la ligne n'est pas encore exécutée. Donc là, je suis arrêté sur ma ligne 14, mais ma ligne 14, c'est pas encore exécutée. Fait que si je continue ou si je step in, je vais probablement rentrer dans isPrime. Fait que là, je vais lui dire step in. Ça, autrement dit, ça veut dire plutôt que de juste passer à la prochaine ligne, passe à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis si à l'intérieur, ça implique d'appeler une fonction, il va aller à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, je vais faire step in qui va probablement aller dans isPrime. En effet, ça va dans isPrime. Donc là, vous voyez, je suis arrêté dans isPrime. Je voulais venir à, ici, le call stack. Donc, le call stack, c'est quelque chose qui est commun dans à peu près tous les débogueurs. C'est de savoir, je suis rendu dans quelle fonction, puis j'ai été appelé par quelle fonction. Fait que là, mettons qu'on y pense. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre jusqu'à la ligne 7 dans isPrime? Dans ma fonction main, qui est bel et bien juste une fonction normale, là, le main n'est pas un mot réservé en Python, contrairement à beaucoup d'autres langages. Main, je suis rentré dans cette fonction-là, mais comment? Je me suis d'abord fait appeler par le scope global qui est à l'intérieur de mon if ici. Donc, à l'intérieur de la ligne 51. Fait qu'en réalité, ça, c'est juste une définition de fonction. C'est juste une définition de fonction. Ça, c'est pas du code qui s'exécute tout de suite. Là, j'arrive ici dans le code global. Puis là, je vérifie, est-ce que name est égal à main? Ça veut dire, est-ce que le script que je suis en train de... le code que je suis en train de rouler, c'est exactement ce script-là ou c'est plutôt un script que j'aurais importé? Dans ce cas-ci, je suis clairement en train d'exécuter ce script-là. Je vais y revenir tantôt, plus en détail. Je vais faire des exemples là-dessus. Puis là, mon script global, mon code global, il dit « execute main ». Donc, main à la ligne 51, on voit que dans mon call stack ici, si vous êtes capable de le lire, j'ai 51 main. 51 ici, ça veut dire la ligne dans le code. OK, donc là, j'ai 51 main. Ça s'en va où? Ça s'en va ici. Puis à la ligne 19, j'appelle prime factors. Prime factors ici, à la ligne 19. Puis là, si je rentre dans qu'est-ce que ça veut dire, list comprehension. Tu sais, on voit, il est écrit point, bracket, list comp. Si on est un peu curieux, on est capable de... Ou si on y pense un peu, on va déduire, oh oui, ça veut probablement dire list comprehension. Autrement dit, c'est le code qui exécute la compréhension de liste, qui est à la ligne 19. OK? Puis ça rentre dans prime factors. Prime factors, il appelle isPrime, donc ça rentre dans isPrime. C'est ça le call stack. Fait que moi, je suis ici, tu sais, on voit la petite flèche qui dit où je suis arrêté. Puis quand je descends dans cette liste-là, je remonte dans l'arbre des appels. Et oui, en effet, quand vous avez une erreur en Python qui n'est pas gérée, ça va vous montrer un call stack. Parce que l'interpréteur de Python, quand il y a une exception non gérée, son comportement par défaut, c'est de vous afficher le call stack de d'où elle vient cette erreur-là. Ce n'est pas le cas dans tous les langages. Dans les langages natifs comme le C ou C++, vous n'avez pas ce genre de choses-là qui vont s'afficher pour vous. Par contre, en débuguant, vous avez accès à votre call stack. Parce que le débugueur, c'est vous êtes où et d'où vous venez. Ce que je veux montrer, c'est juste qu'est-ce que le call stack, parce que peut-être que vous avez souvent vu justement là, le paquet d'affichage où il y a des noms de fichiers puis des numéros de ligne, puis vous n'avez jamais trop porté attention à ce que ça voulait dire. Vous avez juste assumé que c'était des incantations de magie noire, puis vous n'avez pas trop porté attention. Mais c'est juste parce que ça vous montre votre code, il a planté où, mais d'où il venait quand il a planté. Fait qu'ici, isPrime, là où je suis arrêté, à la ligne 7,
oui, je suis à la ligne 7 dans la définition de isPrime, mais je viens de prime factors qui vient d'une compréhension de liste, qui vient de la ligne 19 du main, de la fonction main, et qui vient de la ligne 51 du script. Fait que ça, c'est votre arbre des appels. Puis, ben, après ça, quand je débug, ben là, je peux par exemple faire F10, qui va faire un step over. La F10, c'est dans Visual Studio, c'est pas de même dans PyCharm. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis là, il a rentré à l'intérieur du if parce qu'il a trouvé un facteur premier, qui est probablement 7, qui est dans l'effet 7, et etc., etc. Puis ensuite, ben, mes facteurs sont affichés. Fait que ça, c'était pas mal ce que je voulais dire sur le débogage, qui peut vous surprendre, ou peut-être que vous n'avez pas encore compris, c'est le concept du call stack. Sinon, au niveau des variables, même si mettons que je rajoute encore un breakpoint ici, bon, si je regarde dans mes autos, encore là, j'utilise Visual Studio. Rendu là, probablement que vous connaissez tous les équivalents avec PyCharm, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Le point étant que je suis capable de regarder mes variables locales. Donc, mes variables locales, ici, j'ai i qui est égal à 2 ou qui est égal à 4. Dans la majorité des IDE, je peux aussi juste mettre ma souris par-dessus, puis il va me dire qu'est-ce que ça vaut. Puis il va me donner des informations dessus. Puis ici, il peut aussi me dire c'est quoi qu'il y a dans les globaux. Donc, si on se rappelle, dans le chapitre 7, oui, dans le chapitre 7, on se rappelle qu'il y avait une fonction locals et globals qui vous donne c'est quoi les variables locales, c'est quoi les variables globales. Vous avez accès à ça dans votre IDE. Donc, il est capable de vous dire, oui, OK, i et num, c'est clairement des variables locales à isPrime. Un paramètre, c'est une variable locale, c'est quelque chose qui existe seulement à l'intérieur de la fonction. Puis mes variables globales, ben ici, la majorité, c'est des fonctions. Donc ici, j'ai mon isPrime, j'ai mon main, j'ai mon prime factor, puis les trucs que j'ai importés des modules. Dans beaucoup de débogueurs aussi, puis encore là, ça par contre, ça peut dépendre du langage, vous êtes capable d'aller modifier les valeurs. Donc ici, mettons que i, je veux tester quelque chose. C'est rare qu'on le fait, mais des fois, c'est vraiment pratique de le faire. Attends, je veux essayer de continuer, là, puis je vais mettre i égale 4, mettons. Est-ce que ça va faire quelque chose? Là, ça va probablement num est égal à 4. Fait que là, ça risque de planter parce que i va être rendu dans une valeur qui n'a plus de sens. Mettons, je vais le mettre à 1 comme ça. Puis là, je continue. Je continue. Là, mon i s'est fait modifier par le reste du code. Fait que là, mon i est égal à 2. Est-ce que num %1, donc %2, devrait me donner 0? Non. Mettons que je mets i à 1 ici. Avant ça, ça n'aurait pas dû rentrer dans le if. Puis là, ça va rentrer dans le if. Fait à travers votre débogueur graphique, vous êtes capable d'aller modifier les valeurs des choses. C'est sûr qu'il y a des limites quand même assez importantes sur ce que votre débogueur graphique est capable de faire. Donc, généralement, modifier des strings, modifier des ints, bref, des entiers ou des réels, là, ça va marcher, mais si vous avez des objets un peu plus complexes, vous devez faire un peu plus attention à ce que vous faites. Mais je voulais juste vous faire remarquer que vous pouvez, on the fly, à travers le débogueur, modifier les valeurs des variables. Ça peut être pratique si vous êtes un peu mal pris et que votre débogage commence à être un peu compliqué. OK. Revenons aux notes. Donc là, ici, on parle du débogage. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer. La trace du programme. La trace du programme, il faut peut-être faire un peu attention à comment vous utilisez ce terme-là, parce que tracer un programme, ça ne veut pas dire la même chose que le déboguer. Ici, dans les notes de cours, quand on parle de la trace, on parle du call stack, donc la pile des appels. Puis ici, on parle de comment on peut déboguer un programme. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est vraiment le débogueur avec l'IDE, qui met des points d'arrêt et qui vérifie les choses.
La façon la plus simple, c'est de mettre des prints un peu partout. Vous l'avez probablement fait depuis le début de la session. Là. De temps en temps, vous êtes comme « Ah, attends, c'est quoi la valeur de cette variable-là? À un instant, je vais la print, puis je vais lire ma console. » C'est correct, c'est juste que ça alourdit votre code, puis éventuellement, c'est des prints que vous devez enlever. Or, vous pourriez oublier de les enlever, puis ça fait du code en production qu'il y a des prints qui servent à rien. Ensuite, le logging, ça, je vais y venir. Et le débogage avec PDB, donc c'est ce que j'ai dit quand vous voulez déboguer, mais que vous n'avez pas accès à une IDE, vous devez déboguer en console. Ce qui est typiquement le cas quand vous faites de la gestion de scripts à distance ou que vous êtes sur un ordi, mais distant. Donc, vous êtes, mettons, par SSH. Mais si vous êtes par SSH, vous n'êtes probablement pas capable d'utiliser un IDE. Il y a probablement moyen de configurer votre IDE pour qu'il fonctionne par SSH, mais ça peut être compliqué dans votre contexte. Fait que dans ce cas-ci, vous allez être obligé de débugger avec la console. Pour cette session, au niveau où vous êtes, ça ne va pas être la chose la plus utile, fait que je ne vais pas insister là-dessus. Puis ensuite, débugger avec un IDE, ben c'est ça que je dis depuis 15 minutes. OK, le logging. Quand je fais des prints, mes prints s'affichent dans la console. Fait une fois que mon programme y a terminé, si je ne ferme pas ma console, je suis capable de voir tout ce qui s'est passé. Ou je pourrais dire, au lieu d'imprimer dans la console, je vais mettre ça dans un fichier, puis après coup, je peux aller lire le fichier. Vous pouvez faire ça à la main, puis vous l'avez probablement déjà fait, mais une façon un peu plus clean, c'est d'utiliser quelque chose d'un peu plus systématique qui fait des choses pour vous. Donc, plutôt que de toujours faire vos propres prints, puis dans vos prints, de mettre de l'information comme l'heure à laquelle le message s'est produit, d'où il vient, c'est quoi son niveau, tout ça, on va utiliser plutôt le logging. Encore là, le logging, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans la librairie standard de tous les langages, mais le concept est là à peu près partout. C'est-à-dire, vous avez des messages qui doivent être enregistrés. Ces messages-là vont être produits à partir justement d'une string, typiquement, ou d'un message, d'une information spécifique, puis ensuite va être embelli automatiquement par de l'information autour. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est, mettons, je vais dire, il s'est passé telle affaire dans mon code, log le message, l'événement A s'est produit. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir juste dire, l'événement A s'est produit, puis automatiquement, ça va mettre autour, par exemple, la date, l'heure, le thread dans lequel ça s'est produit, le fichier dans lequel ça s'est produit, c'est mettre l'information autour. C'est à ça que sert le logging, finalement. C'est juste une façon de faire des prints, puis faire des read, des write plutôt dans des fichiers, mais qui mettent des choses pour vous à la place. Donc, si vous regardez le module logging, encore là, ce n'est pas vraiment des choses que vous avez besoin de savoir par cœur. Vous devez vous rappeler des concepts. C'est-à-dire, quand vous avez des messages à loguer, à mettre dans un journal, une des informations de base que vous avez avec, c'est quoi le niveau de sévérité du message. Donc, est-ce que le message représente une erreur, donc quelque chose qui s'est passé, qui ne devrait pas se passer? Est-ce que c'est un warning, quelque chose qui pourrait se passer, mais qui n'est pas désirable? Est-ce que c'est juste de l'information? Autrement dit, je fais juste dire, il s'est passé quelque chose, il y a eu un succès, typiquement, puis ça s'est passé, puis c'est bon, je le log. Ou est-ce que c'est du débogage, c'est-à-dire c'est juste des informations triviales, mais qui sont importantes de loguer quand même. Puis en fait, critique, ben ici, ça veut juste dire il s'est passé quelque chose de grave. Donc, critique, c'est une forme d'erreur, mais tellement grave que probablement que mon programme devrait s'arrêter là. Fait que je vais faire un exemple avec le logging, parce que si vous regardez ici, on vous donne un exemple qui n'est pas mauvais, mais là, je vais vous donner le cas d'utilisation qui est probablement le plus typique, surtout à votre niveau, c'est-à-dire, j'ai besoin de me faire un journal d'information, puis quand je mets mon message, je veux qu'il y ait la date de mon message. Donc moi, je veux juste avoir besoin de faire ça. Là. Mettons, là, je veux que mon code ait l'air de ça. Quand je veux loguer une information, je fais logging.debug, ou l'équivalent dans un langage quelconque, qui va être probablement d'utiliser une autre librairie. Je mets mon message. Donc, mon message ici, c'est « Hey, look, listen, hello, watch out ». J'espère que vous reconnaissez d'où ça vient. Puis, automatiquement, ce que ça va me rajouter, c'est la date, l'heure à laquelle ça s'est passé, et c'était quoi la sévérité du message. Donc, ici, ça, c'était debug, donc il devrait être écrit debug en quelque part.
Puis qu'est-ce que je veux ultimement, c'est que ça l'affiche non seulement dans la console, mais aussi que ça log dans un fichier. Parce que si vous l'utilisez par défaut, le module logging, il est juste capable de faire un des deux à la fois. Ah, il y a des gens cultivés. Maudite Navi fatigante, en effet. Donc, si vous utilisez logging par défaut avec basic config, si vous regardez dans la documentation, vous avez le choix de soit tout mettre dans la console ou tout mettre dans un fichier, puis vous pourriez avoir besoin des deux. Or, vous pourriez aussi vouloir dire, dans mon fichier, je log absolument tout. Donc, je log même les debugs, les messages debug qui sont des messages relativement triviaux. Mais dans ma console, pour ne pas overloader ma console, ben pas l'overloader, mais vous comprenez, pour ne pas mettre trop d'informations, je veux juste afficher des warnings en montant. Donc, warning, error et critical dans ma console ou juste les infos, puis les debugs, ils s'en vont juste dans le fichier. En fouillant un peu dans la documentation, vous auriez été capable de trouver comment faire ça, mais mettons, on va le faire ensemble, rapidement. Donc, ici. Fait que je vais aller regarder dans le module logging de Python. Je choisis la bonne version. Je vais choisir 3.7 parce que moi, il me semble que je suis sur 3.7. Puis là, on vous montre c'est quoi toutes les choses qu'il y a dans cette affaire-là. J'ai fouillé un peu pour essayer de trouver ma solution. Puis, entre autres, un des trucs qu'il me donnait, c'était un cookbook. Un cookbook, ça veut juste dire un tutoriel, mais un peu plus concis. Donc, quand j'ai ici mon logger, donc mon logger, c'est la chose qui fait l'action de loguer les messages. Donc, quand je fais logging.debug comme ça, ce que ça dit, c'est que ça envoie le message au logger par défaut. Logger par défaut, j'y accède avec getLogger, pas de paramètres. Autrement dit, getLogger none, parce qu'il met un none par défaut. Puis là, ce que je peux lui dire, c'est mets-moi plusieurs handlers. Donc, le logger, c'est ce qui va prendre le message, c'est celui à qui tu envoies les messages. Puis le logger peut avoir plusieurs handlers. Donc, le handler, c'est lui qui va gérer spécifiquement comment le message est traité. Fait que, par exemple, est-ce qu'il est envoyé dans un fichier? Est-ce qu'il est affiché dans la console? Fait que moi, je veux que ce soit les deux. Donc, je vais ajouter deux handlers à mon logger, c'est-à-dire un qui affiche dans la console et un qui imprime dans un fichier, un qui écrit dans un fichier. Fait que je vais gérer ma console. Fait que là, je fouille dans la documentation, je vois que logging.streamHandler, c'est comme ça que je crée un handler pour ma console, OK. Bon, c'est pas de la grande informatique, c'est juste de fouiller dans la documentation pour le trouver. Puis là, ici, je mets set level. Moi, je veux que dans ma console, j'affiche seulement, par exemple, les warnings. Fait que je me suis mis dans setup logging, qui va être ma fonction qui initialise mon journal. Je peux lui passer un niveau minimal pour la console, puis un niveau minimal pour le fichier. Le fichier, j'ai mis par défaut à debug, autrement dit, affiche tout. Fait qu'ici, je dis à la console, ben mets-le à ce niveau-là, puis dans mon main, ben, j'ai mis warning, donc il va y avoir juste des warnings. Si je mettais info ici, il va y avoir les infos en plus des warnings dans la console. OK. Puis ensuite, je vais en faire un pour les fichiers. Mettons, je vais dire mon fichier, un truc que vous allez faire très souvent, c'est plutôt que d'avoir un fichier de log, à chaque exécution de votre programme, vous allez créer un nouveau fichier de log. Puis typiquement, le nom de votre fichier, ça va être la date et heure du début du programme. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un fichier qui s'appelle logsdir / le nom du fichier. Fait que logsdir, ici, j'ai dit toutes mes logs, plutôt que de les mettre dans le top level à la même place que mon script, je vais les mettre dans le sous-dossier logs pour qu'ils soient comme à leur place puis qu'ils ne polluent pas tout le reste. Parce qu'il va en avoir un qui se crée à chaque fois. Fait que, utiliser des sous-répertoires, c'est important pour organiser l'information puis organiser les fichiers. Fait que ici, mon dossier logs, il va contenir juste des journaux. OK? Fait que là, je dis, bon, là, j'ai mis un slash. Là, j'aurais dû faire un os.path.join, là, mais ça marche. C'est correct. Fait que je mets mon dossier. Ici, petite formule magique pour être capable de formater le temps local. Donc, time.localTime, ça me donne le temps actuel. Puis, string format time, c'est juste une façon de mettre année, mois, jour, heure, minute, seconde en format 24 heures.
encore là, c'est juste du gossage de documentation. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, je crée mon nom de fichier. Avant ça, je dis, si le dossier logs n'existe pas, je le crée, parce que sinon, il ne va pas être capable d'aller créer le fichier dans un dossier qui n'existe pas encore. Ça, c'est important. Vous avez probablement remarqué ça dans votre projet 2 ou dans votre projet 3. OK, bon. Ensuite, je crée mon handler, puis encore là, documentation me dit, je crée un file handler, je lui passe le nom du fichier, c'est beau, je lui mets le niveau. Le niveau, c'est un des paramètres, height. Ensuite, le formatage. Je voudrais que dans ma console et dans mon fichier, ce soit exactement le même format de message. Fait que plutôt que de répéter la string ici 2 fois, donc une fois pour chacun, ce qui pourrait introduire des erreurs si je fais mal le copier-coller, ben, j'utilise un formatter. Donc, encore là, je suis allé voir, on peut passer des formateurs à chacun des handlers, comme ça, j'ai juste besoin d'en avoir un, je n'ai pas besoin de me répéter. Puis là, ce que j'ai mis ici, c'est le temps, le niveau du message et ensuite le message. Encore là, dans la documentation de Truc Binouche, c'est tout écrit. Fait qu'ici, si vous regardez, par exemple, le format, si on vous dit qu'est-ce que vous êtes capable de mettre, puis qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre format, c'est toutes ces choses-là. Donc, encore là, juste la lecture de documentation. Vous allez voir, 50% de votre bac, c'est essayer de trouver la bonne information sur Internet. C'est pas une mauvaise chose, là, en passant. Là, c'est pas, je dis pas ça de façon cynique. C'est réellement un talent qui est important de développer dans la vie. T'sais, on n'est plus dans les années 80 où on trouve tout dans des livres, puis à la bibliothèque. Là, il faut savoir se servir de l'Internet. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'y ai dit, mets le temps de ce format-là. Je mets les deux. J'ajoute mes deux handlers. Mon logger, je lui mets le niveau debug, autrement dit, pour que le logger gère tout. Puis une fois que j'ai tout fait ça, j'affiche des messages. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça donne quand je l'exécute. Fait que là, ça me donne Listen, hello, watch out. Autrement dit, dans ma console, ne s'est pas affiché le hey et le look parce qu'ils sont debug et info respectivement. Puis j'ai dit ma console affiche seulement warning. Toutefois, si je vais regarder dans ici, dans mon dossier, on peut voir qu'il y a un logs qui s'est créé. Puis là, j'en ai déjà quelques-uns qui sont là. Là, le dernier qui s'est mis avec la date, je l'ai mis dans ce format-là, ben, c'est clairement celui que je viens de faire, là, à 13h25. Fait que si je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, ça me les a tous mis. Alors que dans la console, ici, j'ai juste eu Warning Error Critical. Ici, je les ai tous eus. Puis on peut voir avec la date ici, j'ai fait un petit sleep juste pour vous montrer que ça marche. Entre le error et le critical, j'ai mis un petit sleep. Puis on peut voir en effet que lui était à 25-18 et lui était à 25-19. J'aurais pu mettre les millisecondes aussi tant qu'à y être, là, mais dans ce cas-ci, c'était plus ou moins important. Ouais. Ben, des fois, ça l'est, là, mais dans la majorité des applications, ça ne changerait pas. Tu sais, si vous regardez votre log après coup, il y a beaucoup de cas où ça ne va pas changer grand-chose que vous sachiez à quelle milliseconde ça s'est passé. L'important, c'est qu'il soit dans le bon ordre. Puis l'ordre ici, ben, c'est l'ordre dans lequel il est appelé. Fait comme du moment qu'ils sont dans le bon ordre, vous êtes correct. Mais ça dépend de votre application. Peut-être que vous êtes dans une application où vous avez tellement de messages, vous avez plusieurs messages au sein d'une seconde, puis ça peut être important de savoir est-ce que les messages étaient espacés de 200 millisecondes ou de 500 millisecondes. Ça va dépendre. Tu sais, c'est vous, là, c'est votre jugement, c'est votre application, vous devez savoir ce que vous faites. Et surtout ce que vous voulez. All right. Est-ce qu'il y a des questions sur le logging? Encore là, le code, là, il est déjà là, en fait, là, le code que je vous ai donné. Je ne vous ai pas fait tous les exemples possibles, mais ça, je vous ai donné probablement le cas d'utilisation le plus courant. Vous voulez afficher la même affaire
de la même façon dans la console et dans le fichier, mais moins de choses dans la console. Fait que ça, c'est pas mal le cas le plus typique. Est-ce que le logging utilise le temps système? Oui. Fait que en fait, il utilise le temps que vous voulez. Ici, quand vous demandez ASCII time, si on regarde dans la documentation, donc ASCII time, human readable time, il me semble qu'on peut lui dire. Me semble qu'on peut lui dire quelle sorte de temps utiliser. Mais par défaut, il utilise time.localTime. .localTime, ça veut dire le temps local de votre machine. À ne pas confondre avec GMT time, qui est le temps au méridien. Hein. Donc le temps universel. Donc oui, j'utilise le temps machine formaté selon votre fuseau horaire. Fait que c'est pour ça qu'ici, le log qu'il y a là, il était écrit 13h25, 19 secondes. C'est parce que sur ma machine, il était 13h25. Pas s'il y a des questions. Ben, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire, autre que gosser avec puis vous en servir si vous en avez besoin. Alright. On prend-tu une pause tout de suite? Ouais, ok. On va prendre une pause parce qu'après ça, on va rentrer dans les exceptions. Puis ça, c'est quand même un gros morceau aussi. On prend une pause de 10 minutes. Donc là, il était demi. Fait qu'on revient dans. C'est ça, on revient dans 10 minutes, là, à peu près autour des 40. On va faire des exceptions et on va faire les tests unitaires. Donc, on se revoit dans pas longtemps.
Alright. On va reprendre. C'était une balade de Chopin en passant. OK. Sur la fin de Chopin. Donc, les exceptions. Vous avez probablement, en fait, je sais que vous avez déjà rencontré des exceptions parce qu'à chaque fois que votre code plante, c'est à cause d'une exception. Une très grande majorité du temps. Puis l'interpréteur de Python vous dit un message du genre exception levée dans telle patente, puis là vous avez votre call stack dont on a déjà parlé. Puis jusqu'à présent, on a juste comme un peu ignoré c'était quoi, puis on a vu, tu sais, dans vos TP, ça arrivait, puis vous faisiez ah, ok, il y a une exception, mon code a planté, je le résous. Puis dans le cours aussi, je faisais la même chose, tu sais, je passais un peu par-dessus. Là, on va parler de comment on se sert des exceptions, comment on les gère, puis finalement, comment on peut s'en servir pour avoir du code qui est plus robuste. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une exception? C'est un événement qui arrête l'exécution de votre programme au moment où l'exception est levée. Puis si l'exception elle va se propager à travers votre code vers le haut. Donc on se rappelle, mon call stack, là, c'est j'ai mon arbre des appels. Fait que mettons, en haut de mon arbre, j'ai... Ouais, faut regarder ça comme si on était dans les racines. Donc le haut, c'est la racine. Puis là, ensuite, plus on descend, plus on va profond. Puis là, ça fait... Les racines se split, tout ça. Ça va remonter dans mon call stack. Donc, si j'étais, par exemple, où on était tout à l'heure, là. Mettons ici, là. Fait que maintenant, je suis à l'intérieur de isPrime, puis mettons, cette opération-là, elle lance une exception. Bien, l'exception, elle n'est pas traitée ici, donc j'y arrive. Elle va remonter dans isPrime, puis là, isPrime, elle a été appelée par qui? Ben, mettons que dans ce cas-ci, elle a été appelée par PrimeFactor, fait que l'exception va remonter à travers PrimeFactor. Elle va dérouler mon call stack jusqu'à temps qu'elle arrive à un point où elle est soit gérée ou j'arrive au haut de l'exécution, ça fait planter mon script, puis l'interpréteur me dit « Exception non gérée, voici le call stack. » Vous comprenez, vous l'avez déjà rencontré. Mettons que je veux traiter l'exception, parce que c'est pas juste quelque chose qui est supposé de faire planter votre programme. Surtout en Python, contrairement à peut-être d'autres langages, c'est plus légitime en Python de faire de la gestion d'exception pour transmettre de l'information plutôt que juste pour gérer des erreurs graves après lesquelles il faut faire planter le programme. Fait que maintenant, je vais décommenter ce que j'ai ici. Donc là, on peut voir, j'ai commencé par faire un petit setup de logging. Donc ici, j'ai fait un basic config là, juste pour qu'ils mettent ça dans un fichier. L'opération que j'essaye de faire ici, c'est mettons le programme que j'essaye de faire, c'est lire un nombre entier positif supérieur à 3. Puis si ce que l'utilisateur rentre ne respecte pas ça, je le redemande encore et encore. Fait que si ça devrait afficher entre un nombre entier positif supérieur à 3, je rentre 2, ça fait le nombre entré n'est pas un entier, blablabla. T'sais, ça redemande jusqu'à temps que je rentre quelque chose de valide. Ensuite, ça affiche les facteurs premiers de ce truc-là. Donc, les facteurs premiers, pour ceux qui l'ont vu, c'était une des questions dans l'examen. OK. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver qui font en sorte que mon nombre que je rentre ici est pas bon. Donc, soit c'est pas un nombre. Donc, si je rentre hello, c'est pas un nombre, donc je devrais le redemander une autre fois. Toutefois, si je fais, mettons que je fais ici, input, je prends mon input, puis je la convertis en int. Si je rentre 42, c'est beau, ça marche. Si je rentre une string, ça me lance une exception. Fait que si le int, tu sais, la conversion ici de string, parce que input, ça retourne toujours juste une string, que j'essaye ensuite de convertir en int, si la conversion ne marche pas, la fonction int
va me lancer une exception. Puis là, il m'a dit que c'est une exception de type value error. Fait que si vous regardez ici dans les notes, ce que vous pouvez faire, c'est pour attraper l'exception, parce que je ne veux pas que mon programme plante. Si l'utilisateur il rentre hello, au lieu de rentrer un entier, je ne veux pas que ça plante, je veux juste le redemander une autre fois. Fait que je ne peux pas laisser l'exception se propager puis faire planter mon programme, je veux l'attraper et la gérer. Fait que ça, encore là, ce concept est présent dans tous les langages qui ont une gestion d'exception. C'est on roule du code dans lequel on essaye d'attraper les exceptions, puis ensuite on liste les sortes d'exceptions qu'on veut attraper. Fait qu'en Python, c'est on fait try, 2 points, fait qu'un peu comme un if quand on fait le 2 points. On met le code dans lequel il pourrait y avoir une exception. Puis ensuite, except. Si on met juste except comme ça attrape toutes les exceptions possibles qui sont lancées, puis ça fait le code qui est ici. Puis si on met un nom de type d'exception, donc ça ici, il faut que ce soit le nom d'un type. Fait que, par exemple, dans le petit exemple que je viens de faire ici, value error, c'est le type de l'exception. Fait que si l'exception ici, est lancée puis est de type name error, ça va rentrer dans ce code-là, mais pas dans le reste. Donc, le but de mettre des except avec différents types, c'est pour qu'il se passe quelque chose de différent selon quelle exception a été lancée. Puis là, ici, un exemple un peu plus complet. Donc, vous faites, mettons, votre try. Ce que vous mettez à l'intérieur du try, c'est vous essayez ce code-là, puis except, c'est comme pour dire, OK, puis fais ça s'il se passe une exception, puis que je suis capable de la gérer. Donc ici, except name error, nanana. Donc, je dis pour chacun de ces 3 types-là, je veux faire des trucs différents. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est d'afficher un message différent. Puis après ça, je peux mettre un else. Donc, si je fais mon try, ma série d'except, et un else, le else, ça veut dire exécute du code après le try s'il n'y a pas d'exceptions qui ont été lancées. Puis le contraire de ça, si on veut, c'est finally. Donc, je peux mettre mon try, mon paquet d'except. Puis si je mets finally, ça, c'est du code qui s'exécute après le code du try, peu importe quelle exception a été lancée ou peu importe s'il y a une exception qui a été lancée. Autrement dit, mettons que j'ouvre un fichier ici, ça va être habituellement quelque chose qu'on va faire quand même assez souvent. Même si c'est un fichier, on va essayer de le gérer avec un with as. Mais mettons que vous ne pouvez pas faire le with as parce que vous avez votre propre classe puis vous n'avez pas mis de context manager. Vous auriez besoin de faire un close ici. Mais votre close, vous devez le faire qu'il y ait eu une erreur ou pas. Donc, vous pourriez le mettre dans un finally. Est-ce qu'on pourrait mettre un except sans type d'erreur pour attraper une erreur à laquelle on n'aurait pas pensé? Oui. Donc, si vous ne mettez pas le except, donc si vous faites comme on a fait ici, except, ça veut dire attrape-les toutes. Fait que si vous mettez... Puis là, il va essayer de passer dans l'ordre que sont écrits ici, me semble. Fait que si vous essayez... Il va les essayer une par une, finalement. Ben, tu sais, on s'entend que c'est un peu plus optimisé que ça, mais imaginez qu'ils les essayent une par une. Fait que là, il y a une exception qui est lancée. Il regarde, est-ce que c'est une name? Non. Est-ce que c'est une type? Non. Est-ce que c'est une zero? Non. OK, je ne gère pas l'exception. Il va la laisser se propager. Si je rajoute un except à la fin, ça veut dire je ne sais pas c'est quel type, mais attrape-le. Fait qu'ici, vous n'avez pas accès à quel type ça a été, mais vous êtes capable de faire quelque chose avec. Fait que quand vous mettez un except comme ça, genre, soyez conscient que c'est bel et bien ça que vous voulez. Parce que ça, c'est un anti-pattern, un anti-patron de programmation qu'on appelle du Pokémon Exception Handling, c'est-à-dire gotta catch them all and carry on. Si vous attrapez toutes les erreurs, mais que vous faites rien de particulier avec, puis vous faites juste continuer votre programme, il s'est passé quelque chose de pas correct, puis peut-être que vous auriez dû faire quelque chose par rapport à ça. Fait que, si vous ne mettez pas de except vide et que l'erreur n'est pas spécifiée dans votre liste ici, dans votre série de except, l'exception va continuer à se propager. Mais le finally va quand même s'exécuter. Donc, est-ce qu'on peut créer nos propres types d'erreurs avec Raise? Oui, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est plus de la programmation orientée objet, parce qu'il y a un concept d'héritage qui rentre là-dedans aussi. Fait on va voir ça plus tard quand on va faire de l'orienté, quand on va s'introduire à l'orienté objet. OK. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, moi, ce que je veux faire, c'est je veux que l'utilisateur rende un nombre entier positif supérieur à 3.
bon, positif supérieur à 3, je peux juste dire supérieur à 3, là. S'il ne rentre pas un entier, je veux lui dire que, genre, il doit le rentrer encore. Je veux pas que ça plante. S'il ne rentre pas un entier, c'est correct, je leur demande une autre fois. S'il rentre un truc qui n'est pas supérieur à 3, même affaire, je veux juste leur demander une autre fois. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne qui me retourne ici, donc la ligne qui me retourne input. Je vais essayer de la convertir en int. Fait que là, la convertir en int, je le sais que ça peut lancer une exception, puis je sais que l'exception va être de type value error. Fait qu'ici, je me mets un except value error, puis j'affiche le message, le nombre entré n'est pas un entier supérieur à 3. Fait que plutôt que de mettre un message différent pour toutes les sortes, je vais juste dire, le nombre entré n'est pas un entier supérieur à 3. Fait que là, j'ai traité mon exception, mon code ne va pas planter. J'ai un finally qui va s'exécuter ici. Mon finally, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste loguer qu'est-ce que l'utilisateur a rentré. Fait que ça peut aider après ça à débugger. Donc, quand j'ai fini tout ce bloc-là, ben, je reviens au début de ma boucle parce que j'ai mis une boucle infinie. Mon else, le else s'exécute quand il n'y a pas d'exception lancée. Puis dans mon else, je fais OK, c'est bon, on continue. Autrement dit, mon else, c'est le code qui s'est bien passé. Puis là, je fais break. Donc, break, ça va briser ma boucle, puis ça va continuer le programme. Mais là, OK, mettons que j'ai réussi à passer cette ligne-là. Si le truc qui était rentré n'était pas un entier, donc si c'était une string ou si c'était un nombre réel, avait un nombre avec des décimales, ça aurait lancé l'exception à cette ligne-là. Fait que le reste du try, ça ne serait pas exécuté. Mettons que je réussis à passer à travers cette ligne-là parce que c'est bel et bien un entier, mais après ça, je vais vérifier est-ce qu'il est bel et bien supérieur à 3. Fait que ce que je fais, c'est que je dis, pour qu'il rentre dans la même exception que l'autre, je vais raise un value error si mon nombre est plus petit ou égal à 3. Fait que si mon nombre était égal, mettons, à 2, ben là, je vais raise un value error, ce qui va rentrer dans la gestion d'exception, il va l'attraper, ça va rentrer dans mon except de la même façon que si le int avait planté. OK. On va ignorer ce except-là pour l'instant, puis on va juste voir qu'est-ce que ça fait quand je l'exécute. Je pense que j'exécute pas le bon, là. Celui-là ici, OK. Donc, entrer un nombre entier supérieur à 3. Fait que mettons que je vais mettre 42. Les facteurs premiers sont 2, 3, 7. Bon, en effet, ce sont les facteurs premiers de 42. Alright. J'essaie encore une autre fois. Là, je rentre une string. Le nombre entier n'est pas un entier supérieur à 3. Là, ça a planté à cette ligne-là ici. Donc, à la ligne 28 qu'il y a devant moi. Entrer un nombre entier supérieur à 3. Fait que là, il fait juste me le redemander. Fait que ici, je me suis affiché un petit message qui dit « Hey, ce que tu as fait, c'est pas correct. » Puis, je réaffiche le prompt encore. Fait qu'ici, entrer un nombre entier supérieur à 3. Maintenant, je vais rentrer moins 1. Ça me fait la même chose. Puis là, ensuite, si j'en rentre un qui est correct, fait que mettons 8. OK, c'est beau, les facteurs premiers sont 2. En effet, c'est le facteur premier de 8. Mais là, mettons que je le fais bien des fois. Puis là, je fais ça, puis là, ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Puis là, ce que je voudrais, c'est arrêter le programme. Si vous regardez dans la documentation, puis si vous regardez en fait dans les exemples que vous pouvez trouver sur Internet, si vous faites un CTRL-C dans votre console, ça envoie une interruption de clavier à votre programme. Puis cette interruption-là, en Python, est ensuite convertie dans une exception qui est levée au moment où ça s'est passé. Fait que je peux attraper l'exception du keyboard interrupt, qui est le CTRL-C, le cancel, pour afficher mon propre message custom. Donc, plutôt que de juste laisser le programme s'arrêter là, ce qui pourrait être pas la bonne chose à faire parce que, mettons, j'ai des trucs à clean up ou j'ai du code que je dois exécuter avant de fermer mon programme. Dans ce cas-ci, on va dire que mon code à exécuter, qui était très important, c'était juste de dire à l'utilisateur de se calmer les nerfs. Fait que je vais exécuter ça. Puis ensuite, je vais remplacer le input line que j'ai mis là pour que quand je le log, il se log en étant appelé keyboard interrupt, par exemple. Pour que je sache que ce qui est arrivé, c'est que l'utilisateur n'a pas rentré quelque chose, mais
a bel et bien juste fait une interruption. Fait que mettons que là, je le fais, mon CTRL-C. OK, on va s'arrêter là. Tandis que si ça fonctionne, donc si je rentre quelque chose qui est bien, ça va rentrer dans else qui fait c'est bon, on continue. Quand je fais c'est bon, on continue, je fais break aussi qui va arrêter ma boucle. Donc je ne vais pas refaire une autre itération. Mon num, ben maintenant il va avoir la bonne valeur dedans. J'affiche ses facteurs premiers, le programme s'arrête. Est-ce que le finally sera tout de même exécuté? Oui, le finally est toujours exécuté. C'est ça le but du finally. Fait que là, je vais aller regarder qu'est-ce que j'ai mis. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans mon log? Parce que c'est quoi qui se passe dans mon finally? C'est juste un logging d'une ligne qui dit genre la date de quand ça s'est passé. Là. Ici, je mets la date, puis je mets le message, puis le message, c'est entered, la string qui a été rentrée. Fait que je vais aller regarder ici dans mes logs. Je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé num.log. Donc, num.log ici. On va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, mes trucs ici, je les ai rentrés comme ça. Fait que là, on peut voir que mon keyboard interrupt, il s'est fait loguer comme il faut. Mettons 8. 8, c'était une valeur qui était valide. Donc, la valeur valide, c'est fait loguer parce que le finally s'exécute peu importe s'il y a des exceptions ou non. Fait qu'ici, c'est toujours ça qui s'exécute. Fait que ça, c'est pas mal comme une façon de gérer des exceptions. Puis là, vous voyez que j'ai pas mis de except vide. Mettons qu'il se passe quelque chose de différent. Mettons que dans mon code ici, je raise un, je sais pas moi, un overflow error, mettons, qui n'est pas géré par un de ces trucs-là. Qu'est-ce qui va arriver? Nombre entier supérieur à 3. Exception thrown. Là, si je fais un continue, mon programme a planté. Pourquoi? Parce que c'est une exception qui n'a pas été gérée, elle s'est propagée à travers le reste, puis ensuite elle a fait planter le programme. Mettons que, quand je dis qu'elle se propage, ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement faire planter le programme. Si ce code-là est lui-même emballé dans un autre try except et que lui gère l'erreur, alors ça va être attrapé. Fait que mettons que ça, c'était mon main. Mettons que j'encapsule tout mon main ici. Except, puis là, mettons, je vais mettre overflow error. Oups, comme ça. Puis je réessaye ça. Fait que, mettons que je rentre n'importe quoi, c'est pas important. Puis là, ça fait oups. Pourquoi? Parce que, puis là, ça n'a pas planté. L'exception n'a pas été gérée par ce bloc try except-là. Donc, elle s'est propagée jusqu'à temps qu'elle rentre dans... Ça s'est propagé vers le haut. Or, ce bloc de code-là, il est remonté dans l'appel de la fonction. Il est remonté à cette ligne-là. Cette ligne-là est emballée dans un try except. Puis, ça tombe que celui-là le gérait. Donc, il a fait oups. Mettons que je lance une exception qui n'est pas gérée. En passant, des exceptions standards de Python, là, vous pouvez les trouver facilement sur les interwebs. Là. Donc, built-in exceptions. Vous les avez toutes ici. Donc, ça, c'est les exceptions par défaut que le code Python va vous lancer. Fait que moi, mettons, j'avais mis value error. Comme ça, puis ça fait juste me dire qu'est-ce que c'est supposé de représenter. Donc, raise, quand ça reçoit un argument qui est du bon type, mais qui a une valeur inappropriée. Donc, si c'est pas formatable en... Tu sais, ici, on pourrait dire, attends, int, convertir une string en int qui ne marche pas, c'est pas du bon type. Non, non. Int, c'est correct qu'ils prennent une string, mais si la string n'a pas la bonne valeur, autrement dit une valeur qui est convertible à un int, alors ça lance un value error. Ça lancerait un type error si ce que j'essaie de passer à l'intérieur de int est un type qui n'est pas supporté par cette opération-là. Est-ce qu'il y a une convention sur attraper les erreurs? Donc, comme dès qu'elle surgit dans le bloc supérieur ou le bloc du haut, ce n'est pas une question de convention, c'est une question de qu'est-ce que tu veux faire. Donc ici, dans ce cas-là,
clairement que ce que je veux faire, c'est attraper l'exception à l'intérieur du while, parce que c'est la gestion d'exception ici qui gère l'exécution de mon while. Donc, clairement que je veux que ce soit à l'intérieur. Si je mettais le while au complet à l'intérieur de mon try, ça ne marcherait pas. C'est pas ça que je veux. Puis ensuite, ben, j'ai attrapé mon main au complet. Ben, ça, c'est pour autre chose. Fait que, mettons, ici, je mets un autre type d'erreur. Division par 0. Why not? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? L'exception n'a pas été gérée parce que ici, dans mon main, je ne la traitais pas. Fait que là, c'est propagé à travers le main. Puis là, ben, elle était rendue dans le top level, elle était rendue dans le script. Fait que là, ça a planté. Fait que c'est pas mal ça pour les exceptions, ou du moins une version très de base d'exception. Là, on peut voir que toute la logique que j'ai faite ici, on s'entend que cette logique-là, j'aurais pu la faire sans utiliser d'exception. L'affaire, c'est que ça m'aurait demandé d'écrire beaucoup de code. Entre autres, vérifier est-ce que la conversion en int fonctionne. La bonne façon de le faire, c'est de vérifier est-ce que int a lancé une exception. J'aurais pu le faire à la main, mais il aurait fallu que j'écrive comme mon propre code de conversion de string à int pour vérifier si ça marche. Ça n'aurait pas de sens. Je mets ça dans un try-catch, puis je vois, bon, try-except. Le try-catch, c'est C++, Java et compagnie. Là. Je mets ça dans un try, puis je vois si ça lance une exception. Puis je me sers du fait que j'ai déjà une exception qui gère ce cas-là pour en lancer une autre si j'ai toujours pas la bonne valeur. Fait que tout ça, mettons, on aurait pu mettre ça dans une ligne qui est genre read int. Fait qu'on va se mettre ça dans une fonction juste pour le fun. Donc, read int from stdin, mettons. On va prendre ce code-là. Puis là, on va, mettons, faire un return num input line. Donc, on va retourner les deux trucs. Puis ici, ce qu'on va try, c'est l'appel de la fonction. Donc, num input line égale read int from stdin. Avec un petit 2 points ici. Ça fait encore la même chose. Fait qu'ici, ma fonction, comment je sais que cette fonction-là, elle a eu une erreur, c'est pas en faisant un return none. Hein? On faisait ça souvent au début de la session, on faisait des return none pour dire qu'il y avait une erreur. C'est parfaitement légitime, sauf que des fois, ce qu'on va vouloir, c'est peut-être plutôt retourner une exception du bon type pour indiquer c'est quoi réellement qui s'est passé. Puis c'est bien correct en Python de passer des exceptions juste pour transmettre l'information. Fait qu'ici, comment j'ai fait pour vérifier si j'ai eu une erreur? Ben, je l'ai mis dans un try. Fait que c'est pas mal ça pour les exceptions. Ben, c'est pas mal ça. Vous comprenez que c'est un survol de la chose, là. All right. Je vais juste attendre un peu, voir s'il y a des questions. OK, pas l'air d'en avoir. All right. Étape suivante, puis ça, on va probablement pas tout faire aujourd'hui, on va encore passer là-dessus au prochain cours, c'est les tests unitaires. Depuis le début de la session, je vous en ai fourni de temps à autre des tests unitaires. Donc, quand je vous demandais de faire des exercices qui étaient soit très numériques ou qui étaient très traditionnellement informatiques, là, qui n'impliquaient pas de brancher un piano puis des choses comme ça, mettons que c'était une fonction qui doit retourner des affaires, qui retourne une string, je vous fournissais des tests. On va voir comment je faisais pour écrire ces tests-là. Préambule à ça, je pourrais clairement vous donner un cours de 3 crédits sur comment écrire des tests unitaires. En fait, il y a un cours de 3 crédits sur comment écrire des tests unitaires. C'est le cours de méthode de test, log 3430,
que vous allez probablement avoir. Je sais que si vous êtes en logiciel, il est obligatoire. Si vous êtes en informatique, il ne l'est pas. Fait qu'aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous montrer comment faire des bons tests unitaires, c'est juste que vous compreniez c'est quoi le principe. Parce que vous allez en faire en masse, soit en log 3430 si vous prenez ce cours-là, ou en projet de deuxième année, vous allez en faire en masse des tests unitaires. Ça va être comme la moitié au moins de votre temps, vous allez passer à écrire des tests. Donc, vous allez voir tout ce qu'il y a à voir dans ces cours-là. Moi, j'essaie juste de vous montrer c'est quoi le concept pour vous habituer à l'en faire, même si vous ne savez pas trop comment faire des bons tests. Donc, soit un code comme ça à tester qui est un mélange de code de l'examen puis des exercices du chapitre 7 qu'on a fait ensemble sur les nombres de Fibonacci puis les générateurs toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est mon code que j'ai à tester. Puis ici, j'ai du code dans un main, right? OK. Ici, ça va être mon code de test. Donc, mon code de test, il faut que j'importe unit test, puis toutes les autres choses dont j'aurais besoin. Il faut que j'importe le code que je veux tester. Donc, moi, je sais que de code to test, je veux tester tout ce qu'il y a là-dedans. Fait que j'ai fait import étoile pour tout importer. Mais j'aurais pu aussi dire importe juste telle fonction, etc. Puis là, ce que j'ai mis ici, c'est les mêmes tests que je vous avais fournis dans le chapitre 7. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met des affaires dans un if name égale main? Il faut comprendre que Python, c'est un langage interprété, puis ce que vous écrivez dans le vide, là, mettons que tout ce code-là, il n'est pas là. Mettons que j'écris dans le vide, dans le top level comme ça. Si je fais print hello world, ça va exécuter, print hello world. Donc ça va être comme mon script au complet finalement. Quand vous faites vos définitions de fonctions, ce que ça fait, c'est que ça exécute la définition de la fonction. Puis tout le code que vous mettez dans le vide ici s'exécute automatiquement dès que vous roulez le script ou dès que vous l'importez. Donc, ici, c'est quoi la différence entre import étoile et import? Ce que ça fait, c'est que si je dis, pas ici dans test, si je fais from code to test import étoile, c'est comme si je fais from math import sqrt. Ça veut dire que maintenant, je peux juste écrire sqrt, je n'ai pas besoin d'écrire math.sqrt. Tandis que si je fais import math, je vais importer toute math, mais il faut toujours que j'écrive math.sqrt, math.syn, etc. Fait que si mon code to test, si je faisais import code to test, il faudrait que je fasse code to test.isPrime, etc. All right. Donc, mettons que je veux tester Fibonacci Numbers, le générateur qu'on avait fait l'autre fois. Qui est bel et bien mon générateur, oui. Puis celui-là ici, OK. Donc, c'est quoi la structure? Là? Vous pouvez lire dans les notes de cours, en gros. Ces concepts-là sont les mêmes partout. Là. Le concept de test unitaire n'est pas spécifique au Python. C'est là dans toutes les librairies de pas mal tous les langages. Peut-être pas nécessairement dans les librairies standards de chaque langage, mais il existe des librairies faciles à installer qui vous permettent de faire des tests unitaires dans à peu près tous les langages. Donc, Python, il y a la librairie UnitTest, le module UnitTest qui fait partie de la librairie standard. Java, il y a JUnit que vous pouvez utiliser. En C++, il y a CppUnit qui est un peu désuet et il y a Google Test qui est un peu plus moderne et qui est un peu plus robuste. Mais nous, on utilise le module UnitTest qui est déjà dans la librairie de Python. Fait que typiquement, pour faire nos codes test, donc ici, c'est quoi un code test? Un aménagement de test, blablabla. Soit du code à tester, donc dans notre cas, c'était code to test.py, tout ce qu'il y a là-dedans. Le scénario de test, c'est on va en faire une classe. Puis la classe doit hériter de unittest.tsk. Je ne rentre pas dans qu'est-ce que ça veut dire.
Faites juste vous rappeler que la formule magique, c'est class, le nom de votre scénario de test, entre parenthèses, unittest.testcase. 2 points. Puis ce que vous mettez à l'intérieur, ça doit ressembler à quelque chose de même. Donc, ici, des méthodes qui sont finalement des fonctions auxquelles il y a toujours un paramètre de plus, donc le self, parce qu'on est dans l'orienté objet. Je ne rentre pas dans ce que ça veut dire. Faites juste vous rappeler de la formule magique. On va revenir là-dessus plus tard. À l'intérieur de chaque fonction, donc ça, chacune des fonctions à l'intérieur de mon scénario, c'est le test à faire. Donc, c'est une fonction de test. Puis une fonction de test, c'est une série d'assertions. Autrement dit, c'est une série de vérifications. Donc, mettons que je veux vérifier, mettons que mon test, c'est est-ce que le nombre qui est retourné est un entier supérieur à 3? Bien, comme on l'a vu tantôt, il y a plusieurs étapes à vérifier pour savoir que c'est l'est. Donc ici, mettons que je veux vérifier que ma fonction retourne bel et bien un nombre positif, il faut d'abord que je vérifie est-ce qu'elle retourne un nombre et est-ce que le nombre est positif. Donc je pourrais mettre ça ensemble dans un test, dire mon test c'est est-ce que c'est un entier positif, puis ma vérification c'est est-ce que c'est un entier et ensuite est-ce que c'est un entier supérieur à 3. Fait que dans ce cas-ci, moi ce que je veux vérifier c'est est-ce que Fibonacci Numbers, donc le générateur qui est dans Code2Test ici, retourne les bons nombres de Fibonacci selon l'index qui est passé. Et est-ce que c'est un générateur? Bon. Vous pouvez fouiller un peu sur Internet, vous allez trouver qu'il existe le module Inspect, dont je me suis servi quand même quelques fois dans l'examen. Vous l'avez probablement remarqué pour voir si vos fonctions génératrices étaient bel et bien des générateurs. Fait que probablement que cette ligne-là, vous l'avez vue dans l'examen, même si vous vous en rappelez pas. Je vais utiliser ça. Donc, je vais faire, mettons, donc je fais self, point, puis c'est là que je mets mes assert. Fait que c'est pour ça que le self il est là. C'est le self, autrement dit, l'objet lui-même sur lequel on fait les assertions. Donc là, je vais faire, mettons, assert true. Vous regardez dans la documentation, c'est quoi tous les types d'assertions qu'on vous donne. Moi, je veux vérifier est-ce que... Fait que là, je fais, mettons, inspect.isGenerator. Fait que assert true, ça veut dire que l'expression qu'il y a là, il faut que ce soit une expression booléenne. IsGenerator function, ça retourne un booléen, donc c'est correct. Generator function. Puis je regarde ma fonction Fibonacci Numbers qui est dans Code2Test. Fait que c'est pour ça, étant que j'ai fait l'import étoile, je n'ai pas besoin de mettre Code2Test point. Pas besoin de mettre le nom du module. Je vérifie ça. Puis deuxième paramètre, c'est le message à afficher si le test échoue. Fait qu'ici, je pourrais dire la fonction n'est pas un générateur. Mettons. Fait que là, il va faire l'assertion. Fait qu'il va exécuter ce code-là, puis dépendamment de ce que le code retourne vrai ou faux, donc s'il retourne vrai, ça marche, donc ça, mon test a passé, il va passer au reste du test. Si le test ne passe pas, il va s'arrêter là, puis il va dire, OK, ce test-là qui s'appelle test Fibonacci Numbers, ici on va l'appeler comme il faut, le test passe pas, puis c'est ça qui va m'afficher. Fait que mettons que ici, disons que je le roule déjà en partant. Bon, là, ça me dit le test Fibonacci Numbers OK. Ça, c'est bon. Puis ensuite, l'autre test aussi, il passe. Mettons que je m'arrange pour qu'il ne passe pas. Fait que je vais aller dans Fibonacci Numbers, puis je vais enlever le yield qu'il y a là. Si j'enlève les yields, je n'ai plus un générateur. Ça devient une fonction normale. Type is not iterable. Il faudrait que je fasse ça avant. Fait que l'ordre dans lequel vous faites les opérations est importante. Boink. Vous devez, avant de vous servir du générateur, vérifier si c'est bel et bien un générateur. C'est probablement une meilleure idée. Fait qu'on va refaire ça. False is not true. La fonction n'est pas un générateur. Fait que là, il me lance une exception dans ce cas-ci. Je fais juste continue.
Puis là, il me dit, ce test-là a passé. Il fait OK. Ce test-là n'a pas passé. Puis là, il me dit, false is not true. La fonction n'est pas un générateur. Donc, il m'a affiché mon message custom que j'ai mis là. Fait que mettons que là, je le corrige parce que, bon, je suis en train d'écrire du code puis j'ai oublié de faire mes yields. Mettons que je yield la mauvaise chose. Je vais yield, ça va être un générateur, mais il ne génère pas les bonnes choses. Encore là, je devrais peut-être les exécuter sans débogage. Puis là, il me dit, la liste diffère à partir de cet élément-là. Fait qu'ici, ça, c'est ce que je devrais, ça, c'est ce que j'obtiens, et ça, c'est ce que je devrais obtenir. Fait que là, on voit, étant donné que moi, je retournais le plus 1 de la bonne réponse, ben, ici, je retourne 2 au lieu de 1, 3 au lieu de 2, 22 au lieu de 21. Vous comprenez le principe. Fait que quand je réexécute des tests unitaires, moi, ce que je fais, c'est que j'exécute testx.py. Testx.py qui a du petit code boilerplate ici pour mettre les résultats dans un fichier, pour les afficher dans la console et pour rouler les tests. Fait que là, mettons que je recorrige mon code et que je mets la bonne réponse ici. Le test passe maintenant. 8 secondes, c'est pas mal long. Ah ouais, le 8 secondes, c'est à cause que j'avais mis un breakpoint, puis genre j'avais attendu pendant 8 secondes avant de lui dire de continuer. OK. Puis là, le même concept pour l'autre test d'après. Fait qu'ici, ça, on se rappelle, c'était notre fonction funky qui est un factory de générateur. Donc, c'est une fonction usine qui génère une autre fonction. Donc, ce qui est retourné par cette fonction-là, si on regarde comment elle est définie, je retourne une fermeture lexicale, autrement dit une fonction, puis cette fonction-là est elle-même un générateur pour être capable de, sans réécrire tout plein de code comme ça, facilement obtenir un générateur qui représente le nombre de Fibonacci, les nombres de Perrin, les nombres de Lucas et la suite de Hofstadter-Q. Donc ça, c'était, je crois, l'exemple additionnel du chapitre 7.1, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc encore là, même concept. Ici, je teste d'abord en lui passant une définition de fonction. Donc ici, il fallait lui passer c'était quoi la définition récursive. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Le point étant que je lui dis d'abord, OK, fais un try except. Oh, ça c'est intéressant. Si je fais quelque chose de pas correct dans ma fonction qui fait lancer une exception pour quelque raison que ce soit, je me dis, je vais l'attraper, puis je vais faire l'appel échoue. Autrement dit, il y a une exception qui a été lancée. Un autre truc que vous pouvez faire, mettons que vous pouvez faire le contraire. Vous voulez au contraire vérifier si je passe telle donnée à la fonction, est-ce qu'une exception a été lancée? Vous pouvez lui demander, puis je ne sais pas si on l'a mis dans les notes de cours. Non, on ne l'a pas mis. Python, unit test, check exception raised. Fait que il me semble que c'est assert raises. Assert raises, c'est ici. Vous utilisez ça si vous voulez vérifier qu'il y a bel et bien une exception qui a été lancée, puis est-ce que ça a été la bonne sorte d'exception. Donc ici, exception raises, Fait que mettons self-print, assert raises, do something. Vous voyez que la syntaxe est un peu différente. Encore là, c'est juste du gossage de documentation. Faites juste suivre ce qu'il vous donne ici. Mais c'est pour vous dire, mettons que vous le savez que si je passe une mauvaise définition de fonction, il faut que ça me lance un type error. Ben, vous faites la vérification. Est-ce que j'ai bel et bien lancé un type error en suivant les instructions qu'on vous donne ici. Donc, assert raises, c'est pour vérifier quelle exception a été lancée. Si vous voulez vérifier qu'aucune exception a été lancée, c'est peut-être mieux de faire un try except.
sont toutes là en passant. Là. Si vous regardez dans la doc, là, sont toutes là les trucs que vous pouvez utiliser. Vous n'êtes pas obligé de regarder les notes de cours nécessairement. Les trucs que vous allez utiliser le plus souvent, c'est probablement tous ceux-là. Donc, equal is, vérifier est-ce qu'un truc, plutôt que de faire assert true A is B, tu fais assert is A virgule B. Ça va te donner un message qui est un peu plus pertinent. Puis même affaire, au lieu de vérifier est-ce que X is none, puis de toujours écrire X is none dans un assert true, tu sais, assert true, vous vous en servez seulement si vous voulez vérifier qu'une expression particulière est égale à true ou pas, ou est égale à false. Dans tous les autres cas, si vous voulez vérifier l'égalité entre deux affaires, faites assert equal. Si vous voulez vérifier l'égalité entre deux listes, vous avez assert list equal. T'sais, utilisez le assert true seulement pour vérifier les expressions conditionnelles. Pour tout le reste, si vous êtes capable d'utiliser une fonction built-in, utilisez-la. Donc, si je regarde encore là cet exemple, je commence par essayer d'appeler mon factory. Je le mets dans une variable. S'il y a une exception qui a été lancée, je fais un self.fail. Donc, je ne fais même pas un assert true, je fais juste fail. Parce que je sais que ça a échoué, je n'ai pas besoin de vérifier quelque chose. Je fais juste fail. Donc, si ça fail, le test va s'arrêter là. Donc, si je n'ai pas eu d'exception, ça ne va pas rentrer dans accept. C'est beau, je vais continuer. Ensuite, je vérifie, même chose que j'ai faite là. Est-ce que la fonction qui est retournée par mon factory est bel et bien un générateur? Puis c'est pour ça que ici, je fais un assert true, parce que cette chose-là est une expression booléenne directement. Fait que ici, c'est mieux de faire un assert true que de faire un assert equal avec true. T'sais, on essaye de mettre le moins de choses possible. Puis d'utiliser le plus possible les trucs built-in, de la façon qu'ils doivent être utilisés. Puis là, je dis, bon, l'objet n'est pas retourné. Fait que là, je sais que c'est un générateur, ce qui est retourné. Je sais que ça a l'air de fonctionner, ça a la bonne structure. Maintenant, je vérifie, est-ce que le générateur en question me donne les bonnes choses? Mon générateur, c'est supposé d'être la suite de Fibonacci, parce que la définition que j'ai mis là, c'est celle de la suite de Fibonacci. Là, j'ai hard-codé un cas que je sais qui est bon. Donc, typiquement, c'est une chose que vous allez faire, c'est comment je vérifie si un truc fonctionne. Je sais que selon telle entrée, il doit avoir telle sortie. On le fait typiquement avec des cas simples parce que tu ne veux pas que ton code de test soit plus compliqué que ton code à tester, parce que tu ne veux pas qu'il y ait plus d'erreurs dans ton code de test que dans ton code à tester. Fait que ici, je les ai pris à la main, je les ai pris sur Internet. Je les ai pris sur Wikipédia pour être sûr que je ne me trompe pas à faire moi-même une suite de Fibonacci ou je les ai calculés sur un papier. Je me mets une liste d'entrées. Donc ça va être ma liste de chaque chose que j'essaie de faire. Puis ça, mon expected. Donc ça, c'est ce qui va rentrer. Puis ça, c'est ce que je m'attends à ce qui sort. Donc si je demande la suite de Fibonacci pour 1, ça devrait me sortir la liste qui a juste l'élément 0. Pour 2, ça devrait me donner 0, 1. Pour 5, 0, 1, 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Je construis ma sortie à l'aide de la fonction que j'ai construite ici. Donc, je me fais pour chacune des valeurs dans values, autrement dit, pour chacune des valeurs d'entrée, je construis la liste qui devrait correspondre à la suite de Fibonacci. Puis ensuite, je vérifie est-ce que la liste des expected, c'est la sortie attendue, et la sortie est égale. Puis là, je pourrais me rajouter un autre message ensuite. Si votre test, si vous ne savez pas nécessairement la réponse, alors vous ne pouvez pas le vérifier. Donc oui, pour faire des tests unitaires, vous devez savoir c'est quoi la réponse. L'affaire, c'est que des tests unitaires, c'est pour ça qu'on appelle ça unitaire, c'est parce que ça teste des petites unités de code. Ici, là, cette fonction-là, ce n'est pas un programme au complet, c'est juste une fonction. C'est une petite unité dans mon code. Puis généralement, une petite unité, tu es supposé être capable de dire s'il rentre ça, il sort ça. Dans un logiciel au complet, ça peut être dur de dire s'il rentre ça, il doit sortir ça. Genre, je peux pas unit tester un jeu vidéo au complet, genre test, run, game. Non, ça marche pas, puis là, genre avoir des simulations d'input, puis tout ça. Je vais tester des petites parties du code, genre, je vais tester dans l'engin graphique. Si je fais avancer le temps de 2 frames, est-ce que la cinématique s'est appliquée comme il faut? Donc, mettons, est-ce que le calcul de vitesse par rapport à la masse puis l'accélération, tout ça, c'est fait comme il faut?
selon telle constante gravitationnelle, est-ce que l'objet a changé de vitesse au bon taux? Des petites unités de code. Fait que généralement, vous savez c'est quoi votre réponse. Si c'est pas trivial de trouver les réponses, c'est probablement parce que vous essayez de tester une unité qui est trop grosse. Un autre cas, puis j'ai pas vraiment le temps de le traiter aujourd'hui parce que le cours est déjà fini, c'est... Mettons qu'on revient là, au chapitre 7 et chapitre 8. Là, quand j'utilisais la piano cam, en passant, je m'excuse qu'il n'y a pas de piano cam cette semaine, c'est pas un chapitre très créatif. Comment je vérifiais si ça marchait? Je faisais un Do majeur sur mon piano et je vérifiais ce qui m'affichait Do majeur. Comment je pourrais automatiser ça? C'est de dire, plutôt que mon code qui détecte c'est quoi les accords prenne directement les entrées du clavier MIDI, je pourrais avoir un intermédiaire qui lui passe c'est quoi l'état du clavier. Comme ça, dans un test unitaire, je pourrais lui passer un état virtuel de clavier, puis lui, il vérifie sans que ça ait besoin d'être un clavier réel. Donc, je pourrais dire, mettons que j'ai la note Do, Mi et Sol, il devrait m'afficher Do majeur. Puis si c'est la note Do, Mi et La, il devrait m'afficher La mineur. Mettons. Est-ce que c'est correct de faire assert almost equal? Oui. C'est probablement une meilleure idée de faire assert almost equal. Je vais pas rentrer dans les détails de représentation des données, là, mais avec des nombres réels, il y a des bonnes chances que faire l'égalité exacte entre deux nombres réels, ça marche pas. Genre, je pense, comme il y a des bonnes chances que faire 3 fois 3, ça donne pas exactement 9. Genre, si vous faites 3 fois 3 égale 9, dépendamment de la plateforme, ça pourrait ne pas vous donner vrai. Donc oui, assert almost equal est une bonne idée. Puis si je ne me trompe pas, almost equal vous permet de donner une tolérance. Donc almost equal. Almost equal. Donc, il vous dit à un certain nombre de points décimaux, par défaut 7. Ou vous pouvez utiliser le delta. Encore là, je ne rentre pas dans qu'est-ce que représente le delta. Fait que comme vous pouvez voir, ça peut devenir compliqué écrire des tests unitaires. Je vais probablement au cours prochain passer, dépendamment du temps qu'on a, je vais essayer de passer une autre heure sur les tests unitaires parce que je sais que c'est important puis ça peut être dur à comprendre puis on peut être paresseux puis ne pas vouloir en faire. Je sais que moi-même, des fois, quand je fais des exemples, je les écris pas parce qu'ils deviennent trop compliqués à écrire, même si je devrais le faire. Parce que maintenant, je ne veux pas passer 10 heures à préparer des tests pour un cours de 2 heures. Fait que je vais essayer d'en faire plus au prochain cours. On va aussi parler de la documentation puis des bonnes pratiques de codage en général. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est à savoir? OK. Non. C'est du gossage de documentation. Je vais expliquer en gros ce que je fais. Si le dossier logs n'existe pas, on le crée parce qu'on ne peut pas écrire dans un fichier qui est dans un dossier qui n'existe pas. Là, je dis j'ouvre testresults.txt parce que tous les résultats de mes tests, je veux les écrire dans un fichier. As f, OK, je load mes tests, donc ça ici, du gossage. Load mes tests from module, puis encore là, je le load à partir du main, autrement dit du module que j'ai en ce moment. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Là. Il y a moyen de juste lui dire unittest.main, puis il fait tout ça pour vous, mais ça vous laisse un peu plus de contrôle. Ensuite, on fait run. Run, ça roule les tests. Cette ligne-là, c'est moi qui ai rajouté ça. Ce que je fais, c'est que après que tous les tests aient été roulés, je fais juste un print du contenu du fichier qu'il y a ici, juste pour que ce soit plus convivial, que ce soit à la fois dans la console que dans le fichier. Clairement qu'ici, utiliser logging aurait été une bonne idée aussi, mais c'est tellement simple que je me suis dit, gars, je fais juste un print d'un open.read, puis ça va être correct. Maintenant,
Dernier petit truc que je veux dire, c'est à propos du if name égale main. Ici, j'ai fait import code to test. Qu'est-ce qu'il y a dans code to test? J'ai mes définitions de fonctions, fait que ça, je les ai toutes importées, mais j'ai aussi du code d'essai que j'avais mis ici, hein, le code de démonstration. Ce code-là, je ne veux pas qu'il s'exécute quand je fais mon import, mais je veux qu'il s'exécute quand je roule code to test. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai roulé testx.py qui import code to test. Donc, le testx.py, c'est le script que je roule, c'est lui le main, c'est lui le script principal. C'est pour ça que la variable built-in name va être égale à main. Si j'englobe pas qu'est-ce qu'il y a ici dans un if name égale main, le code que je mets dans le vide va s'exécuter même sur un import. Fait que si je fais print hello world, puis mettons je fais un print de c'est quoi mon name, hello world, mettons I am name. Ce code-là va s'exécuter quand je fais le import. Fait que là, quand je roule, je rappelle, moi, ce que je roule ici, c'est textx. C'est lui que j'ai mis comme fichier par défaut. Voyez-vous, en faisant le import, c'est exécuté le truc que j'ai mis dans le vide ici. Fait que si tout le reste ici n'avait pas été mis à l'intérieur d'un if name égale main, il se serait tout exécuté sur un import. Fait que c'est juste pour ça. Le if name égale main, c'est pour quand je vais exécuter du code seulement si je suis en train de rouler comme script principal. Un autre exemple de code qui est dans le vide, qui pourrait rester dans le vide, c'est, mettons que j'ai une variable globale. Donc, j'ai, mettons, la constante mettons, the answer. Ça serait une constante globale égale 42. Le code the answer égale 42, je veux qu'il s'exécute sur un import parce que c'est une des constantes de mon module. Mais le reste qu'il y a ici, je veux qu'il s'exécute seulement quand c'est un main. Puis même affaire, si je faisais un include de un import de test.py, ce code-là ne s'exécuterait pas parce qu'en effet, je veux juste importer mon test, je ne veux pas le rouler. Fait que finalement, c'était juste ça, la morale de pourquoi on fait la petite formule magique à chaque fois. Puis ensuite, pourquoi en plus on essaye de mettre notre code dans une définition de main. C'est parce que si on met notre code directement ici, il ne va pas être encapsulé dans une fonction, il va être dans le code global. Donc, le code qui est ici, là, il est dans le code global, tandis que le code qu'il y a là, il est à l'intérieur d'une fonction. Or, dans la majorité des langages, le main est une fonction et ce qui se passe à l'intérieur du main a le comportement de quelque chose qui se passe à l'intérieur d'une fonction, c'est-à-dire des variables locales. C'est pour ça qu'on fait un def main, puis on appelle notre main dans ici notre if name égale main. Fait que c'était pas mal ça. Fait que j'ai fini pour aujourd'hui. On était à faire un test par fonction où il faut tester plusieurs choses pour chaque fonction. Je vais y revenir, là, mais en gros, faites les tests qui vous passent par la tête. Là. Donc, mettons, vous savez que votre fonction, elle doit prendre un nombre puis elle doit retourner un nombre qui est égal à une affaire. Testez ça, testez que ça retourne bel et bien un nombre, testez que ça retourne pas none, etc. Donc, vous pouvez soit écrire ça tout dans un test. Ici, le nom de la fonction que vous avez mis là, c'est le nom que le test va avoir. Ça doit commencer par test, en passant. Donc, le nom de la fonction doit commencer par test. Fait que si vous pourriez, mettons, l'appeler test Fibonacci numbers, mettons, type, puis là, ce serait juste assert true n'est pas un générateur. Puis en avoir un autre qui est value. T'sais, vous pouvez les séparer, vos fonctions. À votre niveau, c'est pas super important de bien tout structurer, mais ouais. Faites les tests qui vous passent par la tête puis qui vous semblent raisonnables. On va en parler un peu plus jeudi. Mais oui, définitivement que dans le projet 3, c'est une meilleure idée d'écrire des tests unitaires et non pas juste des prints que vous vérifiez à la main parce que, ben, on est sur le chapitre des tests. C'est entre autres pour ça que depuis le début de la session, dans la majorité des fonctions, on vous dit faites pas d'affichage dans une fonction si ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas une fonction qui doit faire l'affichage parce que quand vous retournez votre résultat au lieu de l'afficher, ça veut dire que c'est plus facile de le tester.
Si ma fonction ici, au lieu de retourner mes nombres, elle faisait des prints, pour être capable de tester qu'elle fait la bonne chose, il faudrait que j'attrape le stdin autour de cette fonction-là, puis que je vérifie que ce qui a été mis dedans est la bonne chose. Ça rajoute du code pour rien, c'est pas super le fun. Donc les fonctions d'affichage font juste de l'affichage, puis les fonctions qui font du traitement font juste du traitement. Donc, ça conclut notre cours d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté déblatérer pendant 2 heures. Je sais que les cours magistraux, c'est peut-être un peu plate, et je m'excuse de ne pas avoir utilisé la piano-cam. Vous pouvez demander un remboursement au registrariat, là, ils vont comprendre que vraiment vous n'avez pas eu pour votre argent. Donc sur ce, à jeudi et soyez sages tout le monde.